Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Update Lecture. Cette Update Lecture est un peu spécifique puisqu'il concerne les dernières lectures que j'ai faites lors du Pumpkin Autumn Challenge. Donc après, on n'en reparlera plus. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit du premier tome de La sorcière et le viking, intitulé Le manteau de Freya. Je vous avouerai que quand j'en ai parlé, je vous avais dit que c'était plutôt un roman fantastique. Mais en fait, pas du tout. Il s'agit d'un roman historique. Et en fait, on se retrouve, malgré la couverture assez actuelle, dans le royaume des Francs. Donc on est en 700 quelque chose. Et le royaume des Francs est notamment assez harcelé par les Vikings. Une jeune femme qui est Franque, qui est la fille bâtarde d'un des barons francs, est enlevée en fait par des Vikings. Elle, on l'avait sortie du couvent et elle voulait pas vraiment épouser l'homme qu'on l'avait pris. Elle était bien dans son couvent, elle voulait rester. Sauf que, en fait, elle décide de s'enfuir avec les Vikings, donc elle n'est pas vraiment enlevée, elle s'enfuit volontairement avec eux, et elle tombe d'amour en fait chez les Vikings. Et elle, en fait, est issue d'un Viking. En fait, sa mère avait trompé le fameux baron avec un Viking, et il lui arrive pas grand-chose. Je vous avouerai. C'est un roman que je n'ai pas trop aimé. Je l'ai trouvé très lent. L'histoire est lente alors qu'il y a peu de pages. C'est assez spécifique. C'est-à-dire que c'est très court comme histoire, mais ça paraît très long. Il y a peu d'action, c'est beaucoup sur la réflexion, sur l'apprentissage du coup des Vikings. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai appris plein de choses sur les Vikings, notamment sur leur société, comment ils fonctionnaient, comment ils voyaient la place des femmes, comment étaient agencés hiérarchiquement leur société, qui étaient les chefs, qui avaient le pouvoir, etc. Donc ça, c'était hyper intéressant. Franchement, Adeline Nitteson, qui est l'auteur, s'est beaucoup documenté. Ça, c'était vraiment le point vraiment positif de ce roman. Par contre, on perd beaucoup de temps à alterner entre le point de vue d'Hermeline et le point de vue du coup, de son amant viking. Des fois, les actions se recoupent entre les deux romans. Donc, on a l'action du point de vue d'Hermeline, l'action du point de vue du viking. Mais pour un roman aussi court, on y perd vraiment beaucoup, je trouve. Ça avance pas dans le sens de l'action. Donc, clairement, ce roman, ça l'a pas fait. Ça faisait très longtemps que je l'avais dans ma palle, donc yes, je l'ai sorti, mais je lirai pas les autres suivants. J'ai vraiment beaucoup appris sur les Vikings, mais j'ai pas du tout adhéré au personnage d'Hermeline. Je la trouvais d'un côté assez forte, mais de l'autre un petit peu niaise, il faut le dire. Elle prend des décisions à un moment, mais c'était l'opposé de ce qu'elle pensait de deux pages avant. Donc je n'ai pas du tout compris son retournement de situation. Dans sa psychologie, c'était pas du tout logique. Voilà, c'était pas la joie ce livre. Donc je vous avouerai que j'étais pas particulièrement en joie en sortant de ce roman. Je me suis dit, je vais continuer à faire des relis de la palle et j'ai sorti Le journal d'un marchand de rêves, écrit par Antelme Hochkorn et qui a été publié chez l'Atelier Mosésu dans leur collection Paper. Quand j'avais acheté ce livre, c'était il y a 3 ans je crois, au Salon du Livre de Paris. J'avais eu beaucoup d'échanges avec Antelme Hochkorn pendant que je faisais la queue avec Sophie Jaumin. Donc on avait beaucoup parlé, il m'avait présenté son livre, j'avais vraiment adhéré au principe et je sais pas pourquoi, à chaque fois que je voyais la couverture, je freinais des 2 pieds. Sauf qu'en fait, j'ai trop aimé ma lecture. Je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps avant de lire. Donc dans cette histoire-ci, on découvre Walter Crowley Jr., qui est en fait un pur produit hollywoodien. Son père est un acteur hollywoodien très connu. Sa mère est une actrice malheureusement décédée quand elle était en pente ascendante. Donc lui, c'est un enfant qui a grandi en fait avec la cuillère dorée dans la bouche. Pas grand chose de sa vie, mais tout lui est un peu donné. Un beau jour, il se retrouve mêlé à un accident très terrible avec son meilleur ami qui, pareil, lui est aussi quelqu'un de la jeunesse dorée d'Hollywood. Donc ils sont assez sans scrupules, il faut dire ce qui est. Cet événement déclenche chez lui le fait de devenir un rêveur. Donc un rêveur, c'est tout simplement des personnes qui se réveillent dans un monde alternatif qui est le monde des rêves. Donc qui s'appelle Doolittle, qui est du coup l'envers de Hollywood. Walter, il débarque à Doolittle et il lui arrive un tas de trucs parce que Doolittle, c'est pas du tout le monde Hollywood, c'est plutôt un espèce de Far West dirigé pour Doolittle
par un dictateur en fait. Après, il y a d'autres parties du monde des rêves qui ne sont pas de Willow, mais qui là sont vraiment des zones de non-droit. Et du coup, Walter va se retrouver mêlé à la politique de cet endroit-là. Lui, tout ce qu'il veut, c'est être tranquille. Franchement, c'est une des choses que j'ai aimé, c'est que Walter, c'est pas un héros. Mais alors là, pas du tout. C'est un anti-héros. C'est une personne qui veut vraiment le faire le moins possible de sa vie, qui veut qu'on le laisse tranquille, qui sait pas des fois pourquoi il se retrouve mêlé à ça, qui a qu'une envie, c'est que qu'il soit tranquille. Il retourne sa veste du coup des fois, hein, parce que c'est dans son bon sens, hein. Lui il veut juste vivre, hein, donc des fois peu importe ses allégeances, hein, il va les retourner. Au milieu de tout ça, il va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Banshee, et c'est elle qui mène la danse, en vrai dire, dans ce roman-ci, et ça c'est un gros point positif. Les demoiselles, bah, c'est elle qui dirige le monde, j'ai un peu l'impression. Bon, le dictateur reste un homme, hein, le chef des hors-la-loi est également un homme, mais les femmes, c'est vraiment ce que met en avant Anthem Horschkorn. Banshee ou aussi bien une voleuse sont vraiment des personnages récurrents que l'on va avoir à chaque fois et qui ont carrément un rôle bien plus important que Walter qui lui qui est là tout le temps à subir, le pauvre. Hein. Mais il cherche, hein. Franchement il cherche, c'est une vraie tête à claque. J'ai trouvé l'idée super originale de ce monde des rêves. C'est vraiment un Far West. Tout est décrit comme un espèce de Far West steampunk. C'était hyper original. La mythologie mise en place dans le monde des rêves, les espèces de clans dans le monde des rêves, les métiers même, les façons de faire avec l'esprit des gens, tout ça c'était hyper original. Donc rien que pour l'univers, il faut foncer pour ce livre. Après je vous dis, c'est vraiment un livre pour moi féministe face à cet héros, hein, qui est Walter, qui est assez passif, et face aux autres hommes qui sont vraiment assez illogiques, hein, faut dire ce qui est, Banshee, elle rayonne. Et même les autres femmes rayonnent, elles sont vraiment des femmes de poigne, c'est-à-dire qu'à un moment on rencontre une générale, c'est une générale. Les soldats sont complètement crétins, ce sont des hommes, mais elle, c'est la seule intelligente et c'est une seule femme. Donc pour moi, ce livre, c'était vraiment un roman féministe, et j'ai beaucoup apprécié cela. Donc pour toutes ces choses, l'univers, les personnages, le féminisme et la fin, dont je vous ai pas parlé, mais franchement la fin, c'est une fin ouverte. Et ça j'aime beaucoup, et elle donne vraiment envie d'un second tome, d'une suite, de savoir ce qui s'est passé. Mais d'un côté j'ai pas envie, parce que c'est bien. Donc pour tout ça, il faut le lire, et je vous le conseille vivement. Ensuite, je vais vous parler de ma dernière lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge, qui s'intitule Le déni du maître Sève, le premier tome des Mémoires du Grand Automne, écrit par Stéphane Arnier, qui est publié chez Bookelis. Et ce tome-ci, je l'avais noté dans Mon voisin le Kodama, pour la catégorie Automne enchanteur, donc qui portait sur tout ce qui était esprit de la forêt, nature, writing, légende, voyage. Donc là, clairement, on est dans une légende qui parle d'esprit de la forêt. Voilà. Donc ça rentrait dans tout. Dans cette histoire-ci, on découvre en fait au tout départ, dans le prologue, deux espèces assez spécifiques. Donc un petit bonhomme qui s'appelle un éphémère et un autre qui a des traits de tigre ou de félin du moins et qui est un miard. Il me semble que c'est comme ça que ça se prononce. Ces deux sont à la recherche d'une histoire en fait, des fameuses mémoires du Grand Automne. Et ce Grand Automne, ces mémoires, il s'agit de celles du peuple Alcaïa. Les Alcaïa étaient un petit peuple, peut-être petit, peut-être grand, je ne sais pas trop la taille des arbres en fait, pour comparer, mais ce sont un peuple qui naît en fait avec leur arbre mère, ils naissent dans cet arbre et ils vivent dans cet arbre. Les Alcaïa sont menacés notamment par des pucerons géants, les cendrés, et sont organisés de telle façon que c'est les cueilleurs, les gens qui ramassent les bébés qui sortent de leurs bourgeons, qui sont un peu à la tête de la société. Donc on découvre le maître Sève. Le maître Sève, c'est Nicodémus, c'est le chef en fait un petit peu des cueilleurs. Nicodémus, lui, il a passé toute sa vie à cueillir des bébés dans l'arbre mère, et un beau jour, il découvre que un des bourgeons fait du vent. Alors dit comme ça, c'est bizarre, mais c'est le pouvoir des Alcaïa, en fait, ils font du vent. Et donc, ce bourgeon qui vente, c'est pas du tout normal parce que les Alcaïa ne maîtrisent cette faculté-là que vers l'âge de 7 ans, je crois à peu près. Donc là, le bébé n'est même pas encore né, il est encore dans son bourgeon qui fait déjà du vent. Alors là, c'est un grand mystère. Il y a toute une enquête pour savoir pourquoi ce bourgeon vente, qu'est-ce qui s'est passé. Et plus on progresse dans l'histoire, plus on en apprend sur le peuple Alcaïa, sur son passé, sur son
possible futur. Ça, il y a encore beaucoup de mystères par rapport à ce possible futur. On découvre également d'autres peuples tels que les Miars, qui eux sont des peuples qui ont la faculté de ressusciter. Et on découvre également les Draces, qui eux ont la capacité de lire les rêves. J'ai adoré cette histoire, j'ai qu'une envie, c'est d'aller foncer et de lire le tome 2, parce qu'on nous laisse dans un flou à se dire, mon Dieu, mais c'est quoi cette histoire de mémoire du Grand Automne? Parce que dans le prologue, on a vraiment l'impression que les Alcaïas, en fait, ils sont morts. On ne sait pas ce qu'ils cherchent, du coup, ce Miar et ce petit éphémère. On ne sait pas pourquoi ils veulent savoir ces mémoires du Grand Automne. Et ça nous laisse vraiment sur une fin, on ne sait pas ce qui va se passer. Il se passe énormément de choses dans ce roman. Donc Nicodemus, le personnage principal dont on a les mémoires, est un homme plein d'ambivalence. C'est pas forcément un personnage que j'ai aimé, mais c'est un personnage, j'ai eu du mal à lire. Franchement, j'ai essayé de comprendre sa philosophie. C'est un vieux monsieur et je pense qu'il faut savoir se mettre ça en tête dès le départ. On se demande quel est son déni, parce qu'il dénie beaucoup de choses. Hein. Du coup, on est toujours dans l'expectative jusqu'à la fin du roman à savoir ce qu'il a dénié. Moi, j'étais en train de me dire, ça y est, il a pas vu ça, il a refusé de voir ça, ça va tous les tuer, vraiment dans le pire des cas. Alors pas du tout, hein, j'étais un petit peu trop dramatique je pense, mais effectivement il fait un sacré déni qui a des conséquences assez graves, et à la fin on l'aime quasiment plus Nicodemus, faut dire ce qui est. Moi je l'ai pas trop aimé, mais à la fin je l'aimais plus du tout. Mais voilà, on apprend des choses, on rencontre ce peuple dont j'ai adoré. Enfin, l'idée est juste folle, quoi. Ce petit peuple qui maîtrise les vents, ces peuples qui vivent avec leur arbre-mère. Enfin, la mythologie des Alcaïas qui est mise en place, et même du monde qu'a mis en place Stéphane Arnier, c'est juste ouf. Enfin, franchement, c'est dingue. Donc, si vous cherchez un livre qui est vraiment centré sur les esprits de la forêt, sur la nature, sur une réflexion sur des personnages qui ne mangent pas de viande, hein. Eux ils sont complètement végétariens, mais qui sont très très proches de leur nature, des forces de la nature, n'hésitez pas, choisissez ce livre, il est excellent. Donc voici pour mes dernières lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Comme je l'ai dit pour ma vidéo Cold Winter Challenge, ça a été un challenge qui a été très très bien réussi. J'ai validé tous les menus et toutes les sous-catégories, enfin non pas toutes les sous-catégories. Il me manquait uniquement 2 livres à lire et du coup à valider une sous-catégorie, celle qui concernait la couleur bleue sur la couverture. Donc celle-ci je ne l'ai pas validée, mais du coup j'ai quand même validé tous les menus. J'ai réussi à sortir des livres qui étaient dans ma page depuis tellement longtemps que je me souvenais plus. Certains c'était limite des coups de cœur comme Le déni du maître Sèvres ou Journal d'un marchand de rêve que j'avais depuis tellement longtemps et que je n'avais toujours pas lu. Donc voilà, en global, vraiment une très bonne édition, beaucoup plus fructueuse que celle de l'année dernière, je trouve, alors que j'avais moins de temps. Ce qui est quand même assez paradoxal, mais je pense que j'ai plus aimé mes lectures. Ou du moins, je me suis plus mis dans le mood. Donc je vais arrêter de parler sur ce. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des suggestions de lecture qui y ressemblent, n'hésitez pas également en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous.